Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours embarqué. Alors, quelles sont les news aujourd'hui? Alors, en ce qui vous concerne, oui, il y a eu ce documentaire, ce reportage de envoyé spécial avec Divine, une femme de couleur qui se plaint d'un racisme de proximité. Et évidemment, ce racisme de proximité est émis par un individu ou un couple qui, évidemment, comme on peut en trouver, quand on cherche, on trouve. Et j'ai envie de dire, en tout et pour tout et tout camp. C'est-à-dire, c'est ces gens que vous pouvez trouver dans des meetings du Rassemblement national, approximatifs, tout comme les mêmes qu'on peut trouver dans des meetings du Front populaire, tout aussi approximatifs. Parce que le problème, c'est, vous le savez, depuis Sarkozy, de plus en plus de Français ne votent plus par conviction politique. Qui dit conviction politique dit quand même un certain réalisme structurel, économique, social, politique, géopolitique, avec, qui plus est, une connaissance générale qui permet à aider la compréhension de certains sujets. Ça, force est de constater que malheureusement, ça disparaît de plus en plus au sein de la population française. Une population française qui se forge des opinions prémâchées. Oui, le racisme, c'est pas bien. Oui, l'antisémitisme, c'est pas bien. Sauf que le problème, c'est quelle est sa proportion, quelle est son origine, de qui elle émane, majoritairement. Et là, vous remarquerez quand même que le tour de passe-passe des gens de gauche, c'est, en effet, maintenant il y a un antisémitisme suite à la gamine de 12 ans qui s'est fait violer et agresser, dont d'ailleurs je précise qu'on n'a toujours pas les noms ou prénoms des auteurs, et vaudrait peut-être mieux apparemment. Mais on parle d'antisémitisme. Alors, on sent, chez ces gens de gauche, on sent que ça les démange d'essayer d'inverser la valeur, c'est-à-dire de parler d'un antisémitisme blanc, franchouillard, d'extrême droite, forcément. Alors qu'aujourd'hui, on a la démonstration qu'il y a du juif qui vote Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que c'est un juif bourgeois, plutôt traditionnel, conservateur, qui voudrait retrouver de la cohérence, de l'ordre, de la sanction dans la société française, au même titre que bien d'autres Français, qu'ils soient athées, chrétiens ou musulmans. Seulement ça, c'est effacé du débat. On veut conditionner le public, on veut conditionner l'opinion au fait que cet antisémitisme, il existe, mais sans trop le désigner. Parce que, justement, les gens de gauche comptent que l'opinion se souvienne de l'antisémitisme blanc, franchouillard, d'extrême droite. Alors que, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, on sait très bien que l'antisémitisme qui a monté ces 30 dernières années est un antisémitisme essentiellement d'origine maghreb, arabo-musulmane, voire noire africaine si vous préférez aussi. Mais attention, ce n'est pas un jugement de valeur par rapport, et encore une fois, là je me préserve de faire de la généralité, puisque, encore une fois, on en revient toujours au même problème. Le problème que je vous ai nommé il y a quelques instants, qui est l'éducation. Vous avez aujourd'hui en France des Français ou des étrangers de confession musulmane, de confession chrétienne ou athée, qui savent faire la part des choses et qui par conséquent sont parfaitement conscients qu'au sein de leur communauté, qu'au sein de leur société, il y a malheureusement des imbéciles, il y a des ignares, il y a des cons. Et que, en règle générale, ceux qui ont des propos antisémites, même s'ils s'appellent Karim, même s'ils s'appellent Jamila, même si... Est-ce qu'ils sont représentatifs de la généralité de leur communauté ?
Non. Même si nous ne pouvons pas écarter le fait que dans la religion musulmane, le Coran a certaines prédispositions à inciter la haine du mécréant. Et le mécréant est à la fois le catholique, le protestant, le juif, parce que c'est la confession hérétique. Et donc, tous ces jeunes, les moins jeunes, qui se sont fait laver le cerveau par les barbus depuis les années 90, eh bien aujourd'hui ne peuvent pas être autre chose que des antisémites. Même si leurs voisins, leurs oncles, leurs grands-pères, leurs grands-mères ont une position beaucoup plus modérée d'acceptation et de tolérance. Donc on en revient toujours au même problème, l'éducation. Qui a fait l'éducation de ces gens qui tiennent des propos antisémites? Si ce n'est une radicalité, un extrême, qu'il soit d'extrême droite, fasciste, néo-nazi, ou d'un islam radical. Donc c'est toute une confusion finalement de genre. Mais, comme je vous l'ai déjà expliqué, aujourd'hui vous faites partie de l'opinion. Une opinion qu'on doit trancher. On ne doit pas laisser le hasard du libre arbitre. On doit impérativement imposer à l'opinion d'être pour ou contre. D'être à droite ou à gauche. Et qui plus est, aujourd'hui, on ne peut même pas dire qu'on est de droite puisque vous serez qualifié d'extrême droite. Parce que la droite s'est vendue à l'extrême droite. Tout comme aujourd'hui, les socialistes, les écologistes, les communistes se sont vendus à l'extrême gauche. Le fameux débat qui va avoir lieu avec Bardella, Attal et Bompard. Pourquoi Bompard? Pourquoi un LFI? Pourquoi pas un socialiste? Pourquoi pas Faure, par exemple? Ou pourquoi pas Roussel? Qui est Bompard? Qu'est-ce qu'il représente? Qui il représente? Il représente 8% aux dernières élections européennes. Alors que du côté des socialistes, ils ont quand même un niveau de pourcentage bien plus élevé que les LFI. Mais non. Du coup, cet élément essentiel sur lequel je me suis toujours appuyé pour essayer de vous expliquer la complexité des choses, c'est qu'on peut très bien être confronté à des gens qui peuvent être des religieux, mais avoir la compréhension de la religion dans sa modernité, dans sa tolérance, dans son côté charitable, et dans lequel on ne trouvera jamais une once de racisme, une once de malhonnêteté, une once de division, de haine, voire d'antisémitisme. Tout comme, malheureusement, et c'est là que la barrière est parfois très fine, comme on peut très bien tomber sur des gens plutôt radicaux, extrémistes, où là, le fait des outils de communication, le fait de la liberté d'expression, c'est désinhiber le propos. Et pour en revenir au début de la vidéo de cette femme de couleur divine qui s'est plainte d'un racisme de ses voisins dans un reportage d'Envoyé spécial. Envoyé spécial, évidemment, c'est du pain béni. Pourquoi? Tout simplement parce que les deux idiots utiles, eh bien, on va en faire une généralité.
Regardez ce couple de racistes qui tiennent des propos racistes. Ils sont à l'image de l'extrême droite. Ils sont à l'image du Rassemblement national, c'est-à-dire tous des racistes. L'amalgame, le cliché. En revanche, les journalistes d'Envoyé spécial ont fait en sorte d'éviter de préciser que Divine est une militante du Parti communiste français. Qu'elle a sur sa page Facebook un certain nombre de posts qui sont pour une idéologie panafricaine. Et vous savez que l'idéologie panafricaine est forcément contre les Blancs, contre le blanc colonisateur. La manipulation. Et force est de constater qu'actuellement, tous les outils de manipulation sont au rouge. Tout est bon. Tout est bon pour faire l'amalgame, tout est bon pour faire le dénigrement, tout est bon pour faire le cliché, la caricature. Parce qu'on sait qu'il y a des gens, parce qu'ils sont feignants. Et le monsieur de ce couple du reportage d'Envoyé spécial, qui dit « Moi, je suis pas con, je regarde la télé ». Ben oui, tu regardes la télé. Cette même télé qui, elle aussi, Envoyé spécial, France Télévisions, BFM, LCI, CNews, sont des chaînes aujourd'hui qui ont un parti pris politique, sont des chaînes qui divulguent des idéologies. Mais, à la limite, ces chaînes de télévision usent de cette liberté d'expression. Mais cette liberté d'expression, elle n'est valide qu'à partir du moment où on est confronté à une majorité de populations qui sont éduquées. C'est-à-dire une population, un peuple cultivé, un peuple avec un libre arbitre qui est capable soit d'acquiescer par choix ou par idéologie ou conviction politique, ou soit de remettre en question le propos parce qu'il sait chercher, parce qu'il sait se poser les bonnes questions. Or, malheureusement, il y a un phénomène qui existe depuis maintenant 30 ans, qui a déjà commencé à mon époque dans les années 80, c'est l'abrutissement de masse. Abrutir le français pour qu'il ne réfléchisse plus par lui-même et qu'on lui mâche le travail, qu'on lui mâche l'opinion, la conviction. Aujourd'hui, certains sont tellement lavés du cerveau qu'ils ne savent plus faire la différence entre le Front National et le Rassemblement National, qui ne savent plus faire la différence entre les points Godwin qui sont multiples aujourd'hui pour vous faire croire que le Rassemblement National serait un parti héritier du néonazisme ou d'un nazisme du Troisième Reich de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on pourrait faire tout autant avec les socialistes et les communistes et le Front populaire d'une manière générale et les LFI en particulier. Sauf qu'évidemment, ces amalgames, ces éléments, même le factuel, aujourd'hui est balayé par les LFI comme disant oui, c'est des agressions de l'extrême droite, ce sont des manipulations de l'extrême droite. Donc au final, tout le monde se manipule les uns les autres. Donc au final, l'opinion, qui a encore un tant soit peu d'intelligence, se dit pourquoi je serais obligé de voter pour ces pignoufs? Et on risque en effet, à un moment donné, de se retrouver dans la situation exactement comme en 2016 aux États-Unis, c'est-à-dire des Américains qui ont été trahis, qui se sentent trahis par leur propre parti politique, par leur propre famille politique, et qui un jour vont faire l'affront de voter autrement que ce qu'ils ont toujours voté. Eh bien, peut-être que ces législatives en France, on risque en effet de voir des Français qui vont se mettre à voter de façon antagoniste à ce en quoi ils ont toujours voté, ou en quoi ils croyaient, mais qu'ils ne croient plus. Pourquoi ? Parce que quand on voit cette foire, quand on voit cette mascarade, le danger, oui, c'est ça. C'est de voir une dilution finalement d'un électorat qui en grande partie est devenu un électorat consumériste et une minorité d'électorats qui votent encore par conviction. Alors,
L'électorat qui vote par conviction, il va voter socialiste quand il pourra voter socialiste. Il votera écologiste quand il votera écologiste. Il votera pour les communistes, s'ils sont toujours communistes. Mais ils voteront Front Populaire. Et j'ai envie de dire, contrairement aux gens qui voteront peut-être Rassemblement National ou les Républicains ou Renaissance, chez les gens de gauche, ça va être le problème, ça va être le choix sacrificiel. Tout comme des gens ont fait le choix sacrificiel de voter Emmanuel Macron alors que Macron n'était pas du tout dans leurs idéologies, mais pour faire barrage à Marine Le Pen. Alors en effet, quelle est la proportion de ces Français qui vont se dire « il faut que je vote, il faut que je vote contre le Rassemblement National, il faut que je vote contre la haine ». Comme des Français qui vont se dire « non, j'en ai marre de me faire piéger, j'en ai marre de voter pour des gens qui de toute façon, que ce soit droite ou gauche, extrême droite, centre, en haut ou en bas, de toute façon ils vont nous la jouer à l'envers ». Je prends toujours l'exemple de Mélanie. Regardez les Italiens avec Mélanie. Mélanie contre l'immigration massive, blablabla. Et finalement, une fois élue, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir von der Leyen à Bruxelles et elle a signé un accord pour une régulation de l'immigration en Italie. Et vas-y, je régule. Bah oui, je régule parce que lutter contre l'immigration illégale, je veux lutter contre l'immigration illégale. Ouais, génial, on vote pour toi. Ouais, c'est bien, vous avez voté pour moi. Donc pour lutter contre l'immigration illégale, eh ben, on va tout simplement légaliser les illégaux. Ah mais non, mais c'était pas ce qu'on pensait. Ah mais j'ai jamais dit ça. Eh oui, non mais c'est important. Les mots ont de la valeur. Les mots ont du sens. Donc, c'est exactement comme dans l'entreprise, quand vous avez des gens qui sont convaincus de certaines choses. Parce que, en réalité, de génération en génération, on a transmis non pas des règles, mais des mœurs. Des mœurs qui sont en fait des conforts, qui sont en fait des facilités, qui sont en fait des complaisances, des consensualités. Sauf le jour où vous avez un directeur qui change et que ce directeur décide d'arrêter de pratiquer cette mœurs. Et bien là, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec des gens qui sont hyper convaincus qu'en fait, c'est un droit. Alors que non, c'est pas un droit. C'était une convenance. Une convenance accordée par une direction, accordée par une politique d'entreprise. Sauf que là, votre entreprise, elle change de directeur, elle change de politique. Et qu'elle est parfaitement en droit de vous interdire de faire ce que vous croyez faire en votre droit. Alors qu'en réalité, ça n'en a jamais été un. Et ça, vous constaterez que c'est comme ça tous les jours. Tous les jours, vous croisez des gens qui vont vous faire chier, qui vont vous casser les couilles, parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont le droit d'eux. Alors que non. Et ça fait partie du processus, c'est une conséquence du processus d'abrutissement de masse. C'est-à-dire qu'on plonge une partie de la population dans l'ignorance, on les convainc, on les manipule, on leur lave le cerveau, on leur fait croire monts et merveilles, sauf que le jour où la situation s'inverse, où la situation change, et que ces valeurs qu'ils croyaient être des valeurs n'en étaient pas, ou n'en a jamais été, le jour où on les supprime, ah mais ils n'ont pas le droit, ah mais c'est interdit. Le plus bel exemple, la République. Il faut défendre la République, protéger la République, les droits de l'homme, blablabla. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid ? Pendant le Covid, vous avez un président, un gouvernement et même un parlement qui s'est accordé de vous suspendre des libertés individuelles. Et je vous signale que c'est les mêmes aujourd'hui qui sont en train de vous faire la leçon. Surtout, votez pas Rassemblement National. Il faut savoir une chose, même du côté du Front Populaire, on joue l'union. Ah,
la superbe union. La gauche a réussi ce qu'elle n'avait pas réussi, même avec la NUPES. Le rassemblement autour de toutes les gauches. Oui, bien sûr. Sauf que le problème, c'est qu'ils se détestent tous. Mais là, comme par magie, ils ont tous trouvé un accord. Pourquoi? Parce que c'est leur poste qui est en jeu. C'est leur carrière. C'est leurs revenus, c'est leurs points retraite, c'est leurs avantages, c'est leurs bénéfices. C'est leurs avantages acquis qui est en jeu. Donc là, évidemment, ils trouvent tous une solidarité. Sauf que vous verrez qu'une semaine après les législatives, vous allez voir, comme ça s'est déjà passé avec la NUPES, tout d'un coup, vous allez avoir des prises de pouvoir, des sécessions, des défections, parce que, attendez, on avait prévu qu'on devait convenir que... Non. Ah ouais, mais non, c'est pas écrit. Mais non, mais on l'avait dit en parole. Ah bon? Vous savez, c'est exactement comme... alors, c'était pas une promesse, mais c'était plus ou moins un engagement verbal de Bush père lorsqu'il y a eu la chute de l'Union soviétique et qu'il y a eu des rencontres avec... c'était à l'époque... comment il s'appelle je crois que c'était Gorbatchev. Et Gorbatchev, Bush, ou c'est Clinton? Non, c'est Bush. À l'origine, ça devait être Bush. Et qui avait promis que l'OTAN ne s'étendrait pas sur les jeunes démocraties, les jeunes pays de l'ancien monde soviétique, pour les intégrer à l'OTAN. Sauf qu'il n'y a jamais eu rien de convenu et de signé. Alors oui, il y en a certains qui sortent un document comme quoi c'était en pourparlers, que ça avait été discuté. Mais un rapport ne fait pas foi de traité. Un rapport de propos ne fait pas un accord. Et du coup, bon, la suite, vous la connaissez. J'étais un petit peu confus parce que c'était aussi, je crois que c'était à l'époque, c'était encore Bill Clinton, il me semble, au début des années 2000, où Poutine avait demandé est-ce que potentiellement, en accordant nos violons, est-ce que la Russie pourrait rentrer dans l'OTAN ou dans le giron mondialiste? Alors ce qui est marrant, c'est que Bill Clinton lui a dit au départ, Bill Clinton ne voyait absolument aucun inconvénient. Au contraire, c'était élargir le champ des possibles. Sauf que dans l'administration américaine, il y a des gens qui l'ont vite rappelé à l'ordre en disant « Non, surtout pas. Nous, on veut posséder, on veut contrôler la Russie. » Or, Poutine, c'est un obstacle. Et c'est de là que tout est parti. C'est du jour au lendemain, Poutine s'est vu refuser la possibilité de trouver des accords, de trouver des amitiés, de trouver des terrains d'entente dans l'installation d'un mondialisme, d'un monde globalisé. Donc, si vous voulez, ces petits jeux politiques, qui aujourd'hui en réalité ne sont que des batailles, des conflits, des petites guerres de personnes et non pas d'idées. Ils n'en ont rien à foutre du peuple français. Le Front populaire, s'il s'intéressait au peuple français, que ce soit les socialistes, que ce soit les communistes ou les écologistes, ils n'auraient pas laissé sur le bord de la route la France ouvrière, la France laborieuse. Alors après, évidemment, ils ont essayé de les récupérer parce qu'ils se sont rendus compte que cette France-là était en train de partir dans le giron de l'extrême droite. Mais trop tard. Vous les avez trahis. Vous vous êtes complet, pardon. Vous êtes complet dans la petite vie bobo parisienne, la gauche caviar, les écolos de salon.
Les agriculteurs, vous vous les êtes mis à dos. Le monde paysan, vous les êtes mis à dos. Le monde ouvrier, salarié, vous vous les êtes mis à dos. Donc quand vous avez 34% aux élections européennes, ne vous étonnez pas. Donc, antisémitisme et racisme, oui, vous allez encore en entendre parler jusqu'au 30 juin, voire même encore plus entre le 30 juin et le 7 juillet. Mais, alors on fait des propositions, alors là, le Front Populaire a présenté son programme. Sauf que, mais comment tu finances ? Ah on va taxer les riches. Non, c'est pas une réponse. Un financement, c'est des emprunts. Tu vas taxer les riches, tu vas récupérer quoi ? 200, 300, 400 millions ? Mais tu récupéreras jamais 250 milliards. Donc ça veut dire que vos programmes, c'est un endettement en plus de ce que l'endettement est déjà bien critiqué et soumis aux agences de notation. Même l'Europe aujourd'hui va ou est en train de réfléchir pour sanctionner la France pour avoir laissé glisser sa dette. Mais attention les enfants, souvenez-vous de ce qui s'est passé en Grèce en 2008. Si vous voulez perdre l'EDF, si vous voulez perdre la SNCF, si vous voulez perdre les monopoles d'État sur l'éducation nationale, sur la sécurité sociale, les retraites, parce que bon, les retraites Arcos, etc., les caisses, ça fait depuis quand même quelques années que certains politiciens lampent dessus. S'ils pouvaient nationaliser ça, piquer le fric, et puis vous promettent évidemment, ne vous inquiétez pas, on va capitaliser. Oui, puis le jour où vous arrivez à la retraite, on vous dira, non, désolé, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Vous savez, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec les pensions retraite, les pensions retraite capitalisées. Le jour où il y a eu la crise de 2008, il y a eu tellement de conneries de faites sur les investissements que il y a des Américains qui ont perdu toutes leurs économies. Et qui dit perdre leurs économies, ils ont perdu également tous les droits sur leur pension retraite. Parce que leurs pensions retraite, pour gagner un peu plus, ont été misées sur des produits toxiques. Et du coup, tout a disparu. Comme par enchantement. Un tour de magie. Raison pour laquelle, aujourd'hui aux États-Unis, vous avez des gens de 65, 70, 72 ans. Moi, je travaille avec une collègue, elle a 75 ans. Voilà. Et bien, c'est ce qui vous attend en France. Donc, réfléchissez bien. Mettez bien les choses dans la balance pour comprendre que, en effet, le moins pire, est-ce que finalement, ça ne serait pas le Rassemblement national ? Alors oui, Jordan Bardella, 28 ans, est-ce qu'il est trop jeune ? Je ne suis pas certain. Je suis d'autant pas certain que c'est pas parce que vous avez 28 ans que vous êtes forcément incompétent. Et puis, évidemment, il y a toujours ce petit aspect non négligeable qui fait que, est-ce que, quelque part, le Rassemblement national ne cacherait pas son jeu ? Et là, quand je dis ne cacherait pas son jeu, pour ceux qui ont déjà vu mes précédentes vidéos, vous savez de quoi je parle. Est-ce que, quelque part, le Rassemblement national ne se garde pas, ou se garde bien, de mettre en avant un projet qui consisterait à permettre à la France de retrouver sa totale souveraineté. Et ça, peut-être, je dis bien peut-être, que beaucoup de Français, alors il y a certains Français qui sont convaincus que le Rassemblement national est pour le Frexit, alors que
au niveau de leur programme, etc., ils se sont toujours défendus d'être pour le Frexit. Ils sont pour renégocier, même si nous savons que renégocier... Alors, il y a une révision des traités qui est en cours, donc est-ce que ça permettrait éventuellement à un pays de pouvoir demander une révision des traités? Pas certain. Mais de toute façon, vous le savez, je vous en ai parlé, le 9 juin dernier, l'Arabie Saoudite n'est plus contrainte de commercer son énergie, et plus particulièrement le pétrole, en dollars. Donc ça affaiblit, évidemment, le pouvoir du dollar sur les marchés monétaires. Et preuve en est, c'est qu'actuellement, si vous regardez, l'euro a augmenté. Mais je vous ai toujours dit, et si vous arrivez, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je l'ai souvent dit, réfléchissez bien. Si demain, Washington se rend compte que le dollar est menacé, que l'hégémonie du dollar est menacée, à votre avis, quelle est la première chose qu'ils vont faire pour essayer de sauver le billet vert? Pardon? Oui. Bravo. Faire tomber l'Union européenne. Et évidemment, casser l'euro. Pourquoi? Et tout simplement parce que si demain vous faites tomber l'euro, tous les pays de l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont retourner sur la monnaie de commerce international, de commerce extérieur, qui est le dollar. Et là, le dollar remonte. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez certaines personnes qu'on appelle des complotistes, qui vous disent « planquez votre argent, sortez votre argent des banques, achetez du bien, achetez de la pierre, achetez des œuvres d'art, achetez de l'immobilier, achetez du mobilier, achetez du mobilier de valeur, quelque chose que vous pourriez revendre. Mais ne laissez pas des sommes, ne laissez pas vos économies dans les banques. Ne les laissez pas en euros. Limite, achetez du dollar. Achetez de la couronne suédoise, norvégienne. Suédoise ou norvégienne, je ne sais plus. Du dinar. Et puis, pour Divine, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si ce n'est ni la première ni la dernière personne qui va nous chanter le chant du cygne pour faire émerger le racisme systémique, qui en réalité aujourd'hui est extrêmement infime, n'existe quasiment plus. En revanche, le racisme anti-blanc, l'antisémitisme, qu'on va appeler arabo-musulman, si vous préférez, lui, par contre, il existe. Mais comme vous le voyez, sur les plateaux télé, dans les médias, sur les réseaux sociaux, ce Front populaire, aujourd'hui, il est bien emmerdé parce qu'il essaie de vouloir nous faire croire qu'il veut lutter contre l'antisémitisme, alors que le parti des Insoumis repose sur un électorat en partie, par défaut, est antisémite. Je dis bien en partie, pas totalement. Et bien là, actuellement, vous êtes en train de voir que les fronts populaires, et surtout les LFI, sont en train d'essayer d'effacer dans l'opinion ce fait que dans votre électorat, les insoumis, vous avez des antisémites. On essaie de faire oublier les dérapages de certains propos de militants, de députés de la France insoumise. Évidemment, et je vais terminer là-dessus, on n'est pas dupe. On n'est pas dupe sur le fait qu'il y a aussi
certaine influence, l'influence sioniste en France. Elle a toujours existé. Et d'ailleurs, elle existe quasiment dans tous les pays occidentaux, mais plus particulièrement en France. Parce que les sionistes ont toujours joué la carte de la culpabilisation de la France, d'avoir collaboré avec un occupant qui a organisé l'extermination des Juifs. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des gens qui sont en réalité des chiens de garde. Alors, d'un côté, ils ont raison de s'inquiéter d'une montée de l'antisémitisme, puisque cette montée d'antisémitisme est plus ou moins militée, protégée par des partis politiques de gauche, parce que c'est leur électorat. En revanche, ils s'appuient évidemment sur cette situation, sur ce contexte, pour réaffirmer leur hégémonie, pour réaffirmer leur influence. Et le discours sonne très bien dans ce sens, dans la bouche de certains. On peut très bien soutenir Israël en tant que peuple et ne pas soutenir le gouvernement de M. Netanyahou. On peut très bien soutenir le peuple palestinien pour le massacre et la barbarie dont il fait preuve actuellement, sans être obligé obligatoirement de soutenir le Hamas. Même si, encore une fois, je vous interpelle sur les images de l'attaque du 7 octobre, quand ils sont revenus en Palestine, quand ils sont revenus dans la bande de Gaza, la liesse populaire que cela engageait pose question. Comme le fait que le Hamas avait remporté 71% des sièges du Conseil de Palestine par le vote des Palestiniens de la bande de Gaza. Ça aussi, ça suscite des questions, un débat. Alors attention, ça ne veut pas dire que tous les Palestiniens sont forcément anti-juifs. Mais la disproportion de l'action de l'État d'Israël dans la bande de Gaza, on est d'accord que c'est inadmissible. Que c'est bien un génocide et je confirme et insiste sur ce que j'ai toujours dit depuis le 8 octobre, c'est que l'attaque du 7 octobre va être l'opportunité de liquider la bande de Gaza et de récupérer la terre, alors sous des statuts divers et variés, avec la signature de l'ONU, vous inquiétez pas, l'ONU va signer. C'est de mettre une administration ah ouais, quand même. Ouf. Oui, c'est un accident. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous ne verrez pas parce que le fil est bloqué. Donc voilà. Oui. 3 camions. Boum. Parce que ça, c'est une évidence. Et quand on voit la réactivité de la communauté internationale, entre guillemets, les Occidentaux, force est de constater que y a bien un pouvoir en coulisses qui a joué les marionnettes contre, évidemment, la sensibilité humaine que l'ensemble des peuples qui ont vu ce massacre s'organiser se sont mis à contester. Ils ont contesté et, évidemment, il ne peut pas y avoir de contestation authentique, sincère, sans des gens pour récupérer derrière. Et force est de constater que la France insoumise a été l'une des premières à récupérer cette offuscation, à récupérer cette sensibilité pour en faire ses choux gras. Et pour certaines personnes qui ont quand même une certaine connaissance, compétence en politique, ils n'ont pas été dupes sur cette réalité de LFI, à vouloir pendant presque 3 semaines ne parler que de Gaza pour sensibiliser les Français
à voter pour le seul parti qui défend le peuple palestinien. Et de facto, faire croire qu'ils sont humanistes, qu'ils sont droits de l'homiste, alors que dans leur propre électorat, j'ai envie de dire qu'ils ont des gens qui se sont satisfaits, qui étaient contents, qui étaient joyeux de cette attaque du 7 octobre. Alors attention, je ne vais pas refaire le débat, oui, mais vous comprenez, la Palestine, les Israéliens, ils ont piqué la terre, etc. J'ai déjà fait une vidéo, j'ai déjà expliqué les tenants, les aboutissants, l'historique de cette région, pour faire la démonstration que ceux qui veulent la Palestine, ça va être compliqué parce que la Palestine en tant que pays, en tant qu'État, en tant que peuple souverain, n'a jamais existé. Elle a toujours été administrée. Elle a été toujours une possession, elle a été une colonie, elle a été des comptoirs. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à l'évolution de cette situation que vous avez actuellement en France. Pour terminer, je vais juste vous donner une petite information. Ici aux États-Unis, le Parti démocrate, enfin, a laissé montrer qu'ils étaient finalement quand même inquiets de laisser Biden se représenter au mois de novembre pour un second mandat. Parce que, oui, là, alors même s'il y a des manipulations sur lui de la part des partis conservateurs, etc., le fait est, c'est qu'aujourd'hui, Biden n'a plus ses capacités cognitives pour être le président de la plus grande puissance mondiale. Et donc, ça pose problème. Sauf que là, il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a pas de remplaçant parce que même dans le camp démocrate, ils ont fait des petits sondages internes auprès de l'électorat. L'électorat majoritairement ne veut pas non plus de Kamala Harris. Et ils sont dans la merde. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'option Michelle Obama, c'est non. Elle l'a réaffirmé, etc. Mais, souvenez-vous, je vous avais expliqué aussi, la politique aux États-Unis, ça peut très bien être un jour noir, et puis soudainement, le twist final, hop, ça devient blanc. Comme on dit souvent, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. D'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, soyez alertes. Et puis surtout, faites très attention de ne pas tomber dans les pièges de la manipulation médiatique et des réseaux sociaux. Parce que là, on est au top du top de ce qui se fait de pire. Celui qui va être le plus caricatural, le plus véhément, le plus haineux, pour au final peut-être avoir un effet boomerang, c'est-à-dire finalement jouer plus le jeu, jouer la carte de l'antagonisme que de vos propres intérêts. D'ici là, bonjour chez vous.